à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, le bilan de 7 jours d'infos en quelques secondes. Un accord a été trouvé entre le Nigeria et Boko Haram pour permettre la libération des 219 lycéennes retenues en otage depuis le mois d'avril dernier. Nouveau couac israélo-américain, John Kerry estime que le conflit israélo-palestinien donne de l'eau au moulin de l'État islamique. Réponse de Naftali Bennett: quand un musulman coupe la tête d'un chrétien, il y aura toujours quelqu'un pour accuser le juif. L'art contemporain ne satisfait pas tout le monde. À Paris, l'arbre en plastique de 24 mètres de haut de Paul McCarthy sur la place Vendôme a été saccagé et ne sera pas regonflé. 3 Arabes israéliens supplémentaires ont rejoint les groupes djihadistes en Syrie. Parallèlement, certains déjà présents sur place veulent rentrer chez eux. Un défi pour le gouvernement israélien. Nos invités nous en disent davantage tout de suite. Bonjour Ali Barnavé. Bonjour. Vous êtes historien, ancien ambassadeur d'Israël en France. Vous avez participé également aux négociations des accords d'Oslo. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis également en compagnie de Ayoub Karam. Bonjour. Vous êtes ancien député et ministre du Likoud et on a beaucoup parlé de ces derniers jours des problèmes des Arabes israéliens qui rejoignent l'État islamique et vous êtes impliqué dans ce dossier pour les empêcher de partir en Syrie, rejoindre le djihad. Avant d'entrer dans le problème des jeunes qui veulent revenir en Israël, dites-nous d'abord comment est-ce qu'ils parviennent à rejoindre la Syrie, ces jeunes Arabes israéliens? Tout d'abord, il y a tout un système, une procédure qui a été préparée pour frapper le futur d'Israël et donc ça les appelle. Il y a des gens, ce qui les mobilise, c'est la croyance, la foi, et donc il y a tout un système en Turquie. Beaucoup de ressources y ont été accordées par Facebook, par Internet. Ils appellent ces populations faibles ici afin de les mobiliser à cette cause de Daesh. Et ils arrivent donc en Turquie après un lavage de cerveau. Et de là-bas, de la Turquie, est très facile de passer en Syrie parce que les frontières sont ouvertes. Il y a toute une industrie autour de cela. Ils reçoivent de l'argent pour mobiliser chaque Israélien dans ce système. Et les Barnavi, de voir ces jeunes Arabes israéliens partir via la Turquie en Syrie, est-ce que c'est un échec des efforts d'intégration de la minorité arabe en Israël? L'intégration des Arabes israéliens, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour autant, ce n'est pas ça qui fait que les jeunes vont rejoindre le djihad. Il faut comprendre que de ce point de vue, nous ne sommes pas exceptionnels. C'est un problème mondial. Il y a des milliers de jeunes citoyens de pays européens, australiens et même américains qui ont rejoint les rangs du djihad. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Israël finalement est devenu un pays européen comme un autre? Non, ça veut dire simplement que partout il y a des populations musulmanes importantes, où il y a des jeunes qui cherchent soit les sources de la foi, soit l'aventure tout simplement. Souvent, ces jeunes ne connaissent pas grand-chose à l'islam. Ils y vont par l'attrait de l'aventure. Il faut dire aussi qu'ils sont payés, ils sont plutôt bien payés. Et donc tout cela fait qu'il n'est pas vraiment étonnant que des jeunes Israéliens y vont comme des jeunes Français ou des jeunes Britanniques ou des jeunes d'ailleurs. Alors Ayoub, 2 questions. D'abord, de combien de jeunes Arabes israéliens on parle en Syrie? Et ensuite, qu'est-ce que vous faites pour les ramener en Israël avant qu'ils franchissent le pas? À mon grand regret, nous sommes dans une situation où il n'y en a pas quelques-uns, mais des dizaines. On parle de plus ou moins 40 à 50 personnes qui sont déjà de l'autre côté, qui sont passées de l'autre côté. Ils sont arrivés par petits groupes de 2, 3, 4. Et aujourd'hui, eh bien, toutes les organisations fondamentalistes les ont pris sous leur égide, sous leur aile. Et nous avons mis en place une association. Nous regardons ce qui se passe dans le monde, mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur ce qui se passe en Turquie, en Syrie, en Irak, parce que ce que nous faisons, nos actions, on ne sait pas dans les médias arabes que nous sommes derrière cela. Mais nous parlons avec... parce qu'il faut savoir que la population arabe, d'une manière générale, ne le veut pas, ça. Tous ces extrémistes sont devenus une industrie, ils les mobilisent
celui qui arrive à mobiliser un terroriste comme celui-là ou un extrémiste, eh bien, il reçoit de l'argent pour cela. Il les fait passer par les frontières, il les chasse en fait, parce qu'ils ne coûtent rien, mais celui qui arrive à les mobiliser, lui, reçoit de l'argent. Nous, ce que nous parvenons à faire ces derniers temps, c'est d'empêcher, grâce à une sensibilisation, une communication, des explications, la dernière patrouille, la dernière unité, eh bien, nous avons réussi à les ramener et ils ne sont pas arrivés à Daesh. Un autre d'ailleurs, nous sommes les seuls, pas la police, ni en tout cas la sécurité turque, nous sommes les seuls ici à avoir réussi à parler avec leur famille. Et afin que leur famille puisse parler à ce jeune-là, la mère lui a parlé, nous avons réussi de cette manière à le ramener afin d'amener à une atmosphère contre ces jeunes qui veulent y aller pour qu'ils comprennent, ces populations, que c'est mauvais d'y aller. Je voudrais juste, en prolongement de ce que vient de dire Ayoub Kara, très important de travailler avec les familles, c'est l'expérience française aussi, c'est-à-dire dans la prévention de cette affaire-là, travailler au corps les familles, maintenir le contact, c'est l'un des moyens pour prévenir le départ de ces jeunes désespérés. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils sont revenus en France, en Grande-Bretagne, et en Belgique aussi? Il y a de gros problèmes avec les jeunes qui sont partis rejoindre le djihad et qui sont revenus et qui ont parfois commis des attentats sur le sol européen. Il y a un danger pour Israël? Alors il y a deux cas de figure. Soit ils reviennent pour continuer le djihad sur le sol du pays qu'ils ont quitté. À ce moment-là, il faut le traiter comme un problème de terrorisme. Soit ils reviennent, ils sont désemparés, ils ne savent pas quoi faire, et là il faut créer pour eux des programmes de réinsertion. Donc les suivre, pas nécessairement pour les punir, s'ils n'ont pas eu le temps de passer à l'acte, mais pour assurer un suivi pour leur intégration. Vous voulez dire un dernier mot? Je veux vous dire que la Turquie aussi et Israël suivent avec beaucoup d'inquiétude après ce qui se passe et enquêtent de manière secrète, mais la loi internationale doit se durcir. Il n'est pas possible que le monde voit un nouveau type de nazisme si agressif, cette criminalité, et reste de côté sans rien faire de manière passive. La loi internationale, la loi en tout cas en Israël et dans le monde entier, doit changer pour les en empêcher. Merci beaucoup Elie Barnavé, merci beaucoup Ayoub Kara de vos explications. On va prendre à présent la direction des États-Unis où de récentes agressions antisémites ont eu lieu. L'occasion de s'intéresser à l'identité de la communauté juive américaine et à son influence. Et l'homme que je m'apprête à accueillir est connu outre-Atlantique pour ses actions en faveur de l'intégration des personnes handicapées au sein de la communauté juive américaine, ainsi que pour le renforcement des liens entre la diaspora et Israël. Il est l'un des plus grands philanthropes juifs américains. Il préside la fondation qui porte son nom de famille. Jay Ruderman est avec nous dans Tout un monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Julien, it's great to be here. Alors, tel qu'on le voit depuis Tel Aviv, les relations entre Israël et l'Amérique semblent être plus mauvaises que jamais. Du moins, c'est comme ça qu'on le voit d'ici. Vous partagez ce constat ? Je pense que les relations entre les deux pays sont très solides à plusieurs niveaux. Bien sûr, le gouvernement israélien et le gouvernement américain ont deux visions du monde distinctes, deux visions du monde différentes. Et je pense que c'est ce que l'on peut voir sur la scène mondiale. Mais je pense que sur tous les niveaux, du militaire à la diplomatie, en passant par de nombreuses autres couches du gouvernement, la relation entre les deux nations reste très solide. Jay, on sait l'importance de la communauté juive américaine aux États-Unis. On sait qu'Israël a besoin de la communauté juive américaine. Et vous êtes confié pour mission de rapprocher les leaders israéliens de la communauté juive américaine. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors nous partons du principe que les deux communautés sont très importantes l'une pour l'autre, mais elles sont aussi très différentes. La communauté juive américaine est très différente de la société israélienne. Nous avons organisé des visites de 3 délégations de députés israéliens aux États-Unis pour leur expliquer les principes de la communauté juive américaine. Il y aura d'ailleurs une autre mission similaire en 2015. Nous avons aussi ramené des journalistes israéliens aux États-Unis et puis nous avons également ouvert le premier centre académique axé sur la communauté juive américaine à l'université de Haïfa en Israël. Alors, je voudrais continuer de parler de la communauté juive américaine. Vous savez, 2014 est une année historique. Pour la première fois, l'immigration en provenance de France en Israël a dépassé celle de tous les autres pays, y compris celle en provenance des États-Unis. Pourquoi est-ce que la communauté juive américaine, qui est 10 fois plus grande que la communauté juive française, immigre moins en Israël ?
Je ne connais pas très bien toutes les raisons qui poussent les Juifs français à faire leur alia, mais il pourrait s'agir de l'antisémitisme qui rend les Juifs mal à l'aise au sein de la société française. Mais je pense qu'en général, les Juifs américains se sentent très à l'aise dans la société américaine et y occupent même des postes très importants. Même s'il y a de l'antisémitisme, on ne le ressent pas dans nos vies quotidiennes comme ailleurs dans le monde. Parlons un peu à présent de vos activités de philanthrope. On sait que les plus grandes donations vers Israël proviennent de philanthropes américains. Vous qui avez dédié votre carrière à la philanthropie envers Israël, d'après vous, qu'est-ce qui pousse ces hommes et ces femmes à continuer de donner ? Vous savez, je pense que c'est un peu une étincelle à l'intérieur de ces gens-là, des gens qui pensent qu'il faut un État juif fort dans le monde, que le peuple juif mérite un pays, et que même si nous n'y habitons pas, même si nous menons des vies calmes ici aux États-Unis, nous avons une responsabilité envers le seul pays juif du monde. Pour terminer, Jay, qu'est-ce que vous pensez qu'il reste à faire pour approcher la communauté juive à Israël ? Écoutez, il y a beaucoup de travail de fait avec la communauté juive des États-Unis. Il y a Taglit et toutes sortes d'autres missions vers Israël. Je pense que ce qui n'est pas encore fait, ce que nous essayons de faire maintenant, c'est d'éduquer les leaders israéliens au sujet de cette communauté pour qu'ils puissent s'adresser à elle de manière un peu plus sophistiquée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Jay Ruderman. Merci Julien, Shana Tova. Et maintenant, voilà arrivé le moment que beaucoup attendent. Il est le plus célèbre garçon de café de toutes les séries télé. Ses cheveux blonds sont devenus sa signature 10 ans après la fin de la série Friends et 20 ans après la diffusion du premier épisode. L'acteur qui a interprété Gunther dans 148 épisodes de Friends est avec nous en duplex de New York dans le réplica du célèbre café de Central Perk. Bonjour James depuis Tel Aviv. Merci de m'avoir invité. Alors je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui et toute l'équipe de l'émission est très excitée parce que nous sommes tous des fans de Friends et pourtant ça fait 10 ans que la série est terminée. Alors comment est-ce que vous expliquez que la Friends Mania soit encore intacte ? Vous savez, c'est une vraie question. Je ne m'y attendais pas, certainement pas moi-même. C'est incroyable d'être là aujourd'hui, de voir ici la foule venir dans le réplica du café depuis un mois. Ça fait un mois et il y a toujours une file d'attente à l'extérieur qui s'étend sur 6 rues juste pour pouvoir entrer. Et il ne s'agit pas seulement des fans d'origine de l'émission. Il y a aussi toute une nouvelle génération qui a dans les 20 ans. Certains d'entre eux n'étaient même pas nés à l'époque du lancement de Friends et ils ont fait la queue juste pour voir les tasses du Central Perk. C'est surréaliste et ça me rend vraiment heureux de voir que cette série est toujours aussi populaire qu'à l'époque. Alors est-ce que ça veut dire que les séries télé actuelles sont moins bonnes que dans le passé ? Honnêtement, c'est une vraie question à laquelle il est difficile de répondre. Je pense qu'il existe en ce moment de très bonnes séries télé, mais Friends était en quelque sorte en dehors du temps. Je pense qu'il faut juste avoir la bonne alchimie, de bons acteurs, des auteurs incroyables. La série est encore pertinente aujourd'hui et donc elle n'est pas dépassée. Il ne s'agit pas d'une série des années 90. Ce que traversent les personnages, nous le vivons aussi dans la vraie vie. Évidemment, dans la série, c'est souvent plus comique que dans la vraie vie, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens s'identifient et cela fait que la série est encore pertinente. Et ça, à mon sens, c'est dû à une très bonne écriture de la série. Alors, je suis obligé de vous poser la question que tout le monde se pose. Certains membres de l'équipe de Friends ne veulent pas entendre parler d'une nouvelle saison ou d'un film, mais est-ce que vous seriez prêt à être à nouveau Gunther ? J'ai reteint mes cheveux pour la première fois en 10 ans, juste pour cette occasion. Vous savez, je pense réellement que la série s'est achevée au bon moment. Je pense que les auteurs et les créateurs ont cessé quand il le fallait. David Crane, qui était l'un des créateurs et l'un des producteurs, a dit « Nous avons emballé tout le monde dans un beau paquet avec un beau ruban et nous l'avons offert au public. » Donc ils ont permis aux personnages de tirer leur révérence et j'espère que les fans ont pu aussi faire leurs adieux. Je pense que vraiment, personnellement, la série s'est arrêtée au bon moment. D'accord, alors avant de se quitter, je voudrais vous lancer un défi. Je suis un grand fan de Friends et comme tous les fans, j'imagine que je sais tout sur cette série. Alors est-ce que vous pouvez me confier une chose que je ne sais pas sur Friends ?
Oh voyons, il y a eu tellement d'articles sur Internet, comme la liste de Gunther des 26 choses que vous ne saviez pas sur la série. Vous avez vu tout ça? Alors, je ne sais pas si je vais réussir à trouver les 26 secrets, mais voyons si je peux en trouver un. Vous vous souvenez de Marcel, le singe? Eh bien, Marcel était en réalité un singe femelle. Est-ce que je l'ai déjà dit? Ah non, ça je ne le savais pas. Ah, j'ai déjà dit, ok. Alors je crois que c'est vraiment difficile de révéler des secrets de la série que les fans ne connaissent pas déjà. Ok, les cheveux de Gunther ne sont pas réellement blonds. Qu'est-ce que vous en dites? Si, je ne suis pas né avec ses cheveux. D'accord, on va s'en tenir là. Merci infiniment d'avoir été avec nous au duplex de New York, James. Merci beaucoup, j'ai passé un bon moment. Et c'était le monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.